Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Appuyez sur le bouton « J'aime » et passons à l'histoire. Le chemin qui reliait le village de Saint-Véran aux collines du nord de l'Auvergne était de ceux qu'on ne trouve sur aucune carte routière, mais que tous les habitants connaissaient par cœur. Étroit, bordé de châtaigniers centenaires dont les branches se rejoignaient au-dessus comme une voûte naturelle, parsemé de pierres que la pluie et le gel réarrangeaient à leur guise à chaque saison. Un chemin qui avait vu passer des générations de paysans, de marchands ambulants, de curés à bicyclette et de troupeaux de vaches salaires aux robes couleur d'acajou. Sur ce chemin, par un matin d'octobre, alors que le soleil perçait à peine la brume qui s'accrochait au flanc des puits, Madeleine marchait seule. Elle portait un panier d'osier au bras droit, rempli de champignons qu'elle avait cueillis depuis l'aube dans les sous-bois humides. Des girolles d'un jaune éclatant, quelques cèpes au chapeau brun et ferme, et un bouquet de thym sauvage dont le parfum montait à chaque pas. Sa main gauche reposait sur son ventre, comme font les femmes enceintes quand le chemin est long et que le poids du corps réclame un point d'appui, un ancrage, quelque chose qui rappelle pourquoi on continue à marcher malgré tout. Elle avait 32 ans et elle était veuve depuis 5 mois. Son mari, Étienne, était mort d'un accident à la scierie du bourg voisin, un matin de mai où rien ne laissait présager le malheur. Un tronc mal arrimé qui avait glissé de la pile, un bruit sourd, des cris, et puis ce silence terrible qui suit les catastrophes dans les petits villages, ce silence où tout le monde sait avant même qu'on le dise. Étienne était un homme bon, discret, travailleur, de ceux qui se lèvent avant le jour et qui ne se plaignent jamais, même quand le froid leur mord les mains et que la fatigue leur plie les épaules. Il avait laissé peu de choses dans le monde matériel. Quelques outils, un vélo, des vêtements usés qui sentaient encore la résine et la sueur honnête. Mais dans le cœur de Madeleine, il avait laissé un vide si profond qu'elle avait parfois l'impression de marcher au bord d'un gouffre. La maison qu'il louait appartenait au propriétaire de la scierie. Après l'accident, l'homme avait attendu 1 mois par décence, puis il avait fait savoir que le logement serait attribué au nouveau sieur. Madeleine, enceinte de 6 mois et sans famille proche dans le canton, avait accepté la petite chambre que lui avait proposée Mère Gervaise, la sage-femme du village, en échange de son aide pour les herbes médicinales, les courses au marché et le ménage. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un toit et de la compagnie, et à ce moment-là, cela valait plus que tout le reste. Ce matin-là, elle était sortie tôt pour cueillir les champignons que Mère Gervaise vendait sur le marché de Mauriac le samedi. Le retour se faisait en descente, ce qui soulageait un peu ses jambes, mais le froid mordant de l'automne auvergnat commençait à lui engourdir les doigts, et Madeleine marchait lentement, choisissant chaque pas avec soin sur le terrain inégal, ses sabots de bois glissant parfois sur les feuilles mortes détrempées par la rosée. C'est alors qu'elle entendit le bruit. D'abord les sabots d'un cheval sur les pierres, irréguliers, sans le rythme constant d'un animal bien guidé. Puis la silhouette qui apparut dans le virage du chemin. C'était un homme à cheval, ou plutôt un homme sur un cheval qui faisait tout son possible pour le maintenir en selle. Il était penché en avant, une main agrippée au pommeau, l'autre pendant mollement le long du corps. Son béret basque couvrait une partie de son visage, mais ce qu'on pouvait voir en dessous suffisait à comprendre la situation. Une chemise trempée de sueur malgré le froid, la posture de quelqu'un qui utilise les dernières réserves de son corps, le teint d'un homme que la fièvre consume de l'intérieur. Le cheval, un percheron gris à la crinière emmêlée, marchait seul, lentement, avec cette intelligence paisible des chevaux de trait qui savent quand leur cavalier n'est plus en état de donner des ordres. Il suivait le chemin par instinct, la tête basse, les naseaux soufflant de petits nuages de vapeur dans l'air froid du matin. Madeleine s'arrêta au milieu du chemin. L'homme leva à peine la tête, juste assez pour la voir. Ses yeux étaient enfoncés dans leurs orbites, son visage pâle sous le hâle d'un paysan habitué au grand air, ses lèvres craquelées et blanches. « Madame » dit-il, et sa voix sortit si faible qu'elle l'atteignit à peine, comme portée par le vent plutôt que par la volonté. Madeleine posa le panier par terre et s'approcha. Elle n'hésita pas. Les femmes qui ont déjà beaucoup perdu savent que le monde ne s'améliore pas quand on reste à regarder sans rien faire. Elles ont appris, souvent à leurs dépens, que l'action est la seule réponse possible face au malheur des autres, parce que c'est aussi la seule réponse qu'elles auraient voulu recevoir quand le malheur les a frappées. L'homme s'appelait Augustin Laroche. Il était propriétaire de la ferme des Musiques, à environ 4 kilomètres au nord, une exploitation que Madeleine connaissait de nom sans y avoir jamais mis les pieds. Il revenait de Clermont-Ferrand, où il s'était rendu 3 jours plus tôt pour vendre 2 veaux et acheter des provisions pour le mois. Sur le chemin du retour, la fièvre qu'il traînait depuis des jours sans vouloir l'admettre l'avait terrassé d'un coup. Il avait passé 2 nuits couché sous un châtaignier au bord de la route, incapable de bouger, grelottant sous sa veste de toile, buvant l'eau des flaques quand la soif devenait insupportable. Ce matin-là, le cheval, qui était resté à ses côtés avec une fidélité qu'Augustin n'aurait pas su expliquer,
avait semblé décider de lui-même qu'il était temps de reprendre la route. Il avait 49 ans. Il était veuf depuis 7 ans. Il n'avait pas d'enfant. Il vivait seul à la ferme avec un ouvrier agricole qui venait 4 jours par semaine et un vieux chien de berger qui dormait dans la grange. Tout cela, Madeleine l'a pris par bribes, au fil des mots arrachés à l'épuisement, tandis qu'elle l'aidait à se maintenir en selle et guidait le percheron sur le chemin du Nord en direction de la ferme des Musiques. « Tenez bon », dit-elle en posant sa main sur le bras de l'homme pour qu'il puisse s'appuyer. « Vous pouvez vous accrocher ?»« Je tiens », dit-il, bien qu'il fût évident qu'il tenait à peine. Madeleine ramassa le panier, prit les rênes du cheval de sa main libre et commença à marcher. Le trajet jusqu'à la ferme prit plus de temps que prévu. Augustin perdit connaissance 2 fois en chemin. La première fois, Madeleine le retint en poussant son épaule contre la jambe de l'homme jusqu'à ce qu'il revienne à lui, le regard hagard, la bouche entr'ouverte, murmurant des mots sans suite. La deuxième fois, elle dut arrêter le cheval, trouver le moyen de monter derrière Augustin et de passer son bras autour de sa taille pour l'empêcher de tomber, sans lâcher les rênes, le panier coincé contre sa hanche, son ventre pressé contre le dos de l'homme. Ce n'était pas facile pour une femme enceinte de 6 mois. Mais Madeleine avait appris depuis l'enfance, dans cette Auvergne rude et magnifique, où les femmes portent autant que les hommes, que le corps donne plus qu'on ne l'imagine quand il n'y a pas d'autre choix. Sa mère le lui avait dit un jour, en rigolant malgré les cernes sous ses yeux. On n'est jamais aussi forte que quand on n'a pas le droit d'être faible. Quand la ferme apparut au bout du chemin, entre les arbres, Madeleine lâcha l'air qu'elle retenait sans s'en rendre compte. C'était une propriété modeste mais solidement bâtie, comme savent qu'aident construire les paysans auvergnats. Une maison en pierre de lave grise, avec un toit d'ardoise pentue pour supporter le poids de la neige en hiver. Des murs épais percés de petites fenêtres, une cour pavée de galets irréguliers, un abreuvoir en granit devant l'écurie. Il y avait une étable avec quelques vaches salaires, un poulailler dont la porte grinçait dans le vent, un puits en pierre couvert de mousse, et effectivement, un vieux chien de berger couché devant la porte de la grange, qui leva la tête à leur arrivée, remua la queue mollement et se recoucha sans plus de cérémonie. Madeleine descendit d'abord, attacha le cheval au poteau de l'abreuvoir, puis aida Augustin à mettre pied à terre. L'homme était lourd, et elle n'avait pas beaucoup de force en réserve, mais ensemble, pas à pas, ils arrivèrent jusqu'à la porte de la maison. Elle l'assit sur le banc de pierre qui flanquait l'entrée, ce banc qu'on trouve devant toutes les fermes auvergnates, et où les vieux s'assoient le soir pour regarder le jour finir, et elle entra chercher de l'eau. L'intérieur de la maison était celui d'un homme qui avait vécu seul pendant longtemps, propre dans son essence, rangé avec la praticité de quelqu'un qui n'a personne à impressionner. Il y avait une cuisine avec un grand cantou, cette cheminée auvergnate assez large pour qu'on puisse s'asseoir à l'intérieur. Une table en bois de noyer massif avec une seule chaise, des ustensiles suspendus aux poutres, une marmite en fonte noire, une poêle à châtaigne aux manches usées par des générations de mains. Dans la chambre du fond, un lit en bois sombre avec des couvertures de laine pliées avec soin. Dans la pièce principale, un vieux fauteuil de cuir craquelé près du cantou, et, contre le mur du fond, un coffre en bois de chêne sombre, cerclé de ferrures en fer forgé, du genre qu'on se transmet de génération en génération dans les familles paysannes. Madeleine ne s'attarda pas à regarder. Ce qui était urgent, c'était l'eau et les herbes. Elle trouva un broc en terre cuite, alla au puits, revint et prépara une infusion avec le thym sauvage qu'elle avait dans son panier, le même qu'elle cueillait pour mère Gervaise, bon pour la fièvre et pour fortifier un corps affaibli. Elle y ajouta quelques feuilles de tilleul qu'elle trouva séchées dans un bocal sur l'étagère de la cuisine, signe que quelqu'un dans cette maison, autrefois, avait connu les vertus des plantes. Elle fit boire Augustin à petites gorgées, une à une, assis sur le banc de pierre devant la porte, le dos appuyé contre le mur froid de la maison. L'homme la regardait avec ses yeux enfoncés, où il n'y avait même plus l'énergie de demander pourquoi quelqu'un faisait preuve de bonté envers lui. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il finalement, la voix un peu plus ferme grâce à l'infusion chaude. « Madeleine. Madeleine Dufour. Du village ?»« Oui, de Saint-Véran. » Il hocha la tête lentement, comme si ce simple mouvement lui coûtait un effort considérable. « Augustin Laroche. C'est ma ferme ici. Les Musiques. »« Je sais, » dit-elle. « Vous me l'avez dit sur le chemin. Pas beaucoup, mais assez. » Augustin regarda le ventre de Madeleine, puis le panier de champignons, puis le chemin par lequel ils étaient revenus, comme s'il calculait la distance et l'effort. « Vous n'étiez pas obligé, dit-il. « Je n'étais pas obligé, confirma Madeleine. Et c'était la vérité. Personne ne l'avait obligé, personne ne l'obligeait jamais. C'était simplement ce qu'elle faisait, ce qu'elle avait toujours fait, parce qu'elle croyait, sans pouvoir l'expliquer avec de grands mots, que la bonté n'a besoin d'aucune raison pour exister. La fièvre empira dans l'après-midi.
Des frissons violents qui secouaient le corps d'Augustin comme une feuille dans la tempête, suivis de suées brûlantes qui trempaient les draps et la chemise. Madeleine comprit qu'elle ne pouvait pas laisser cet homme seul. Elle envoya l'ouvrier agricole, qui se présenta en fin de journée avec une expression effarée, en voyant une étrangère dans la cuisine, prévenir Mère Gervaise au village qu'elle passerait la nuit à la ferme des Musiques et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. L'ouvrier, un jeune homme appelé Baptiste, regarda son patron couché dans le lit avec la fièvre, puis la femme enceinte qui s'activait autour du cantou en préparant des remèdes, et décida que le mieux à faire était d'obéir sans poser de questions. Cette nuit-là, Madeleine ne dormit pas. Elle changeait les compresses sur le front d'Augustin toutes les heures, lui faisait boire l'infusion de thym chaque fois qu'il était capable d'avaler, remettait du bois dans le cantou pour maintenir la chaleur dans cette maison aux murs de pierre, qui, sans feu, devenait aussi froide qu'un caveau. Quand les frissons reprirent avec violence vers minuit, elle empila toutes les couvertures qu'elle trouva dans le coffre sur le corps de l'homme et s'assit dans le vieux fauteuil de cuir à côté du lit pour veiller, la lampe à huile baissée pour ne pas déranger, le silence de la nuit auvergnate autour d'elle, si profond qu'on entendait le vent dans les châtaigniers et le souffle des vaches dans les tables à travers les murs. À 3 heures du matin, la fièvre avait baissé. Pas complètement, mais assez pour qu'Augustin ouvre les yeux avec une certaine clarté et regarde autour de lui sans cette désorientation de quelqu'un qui ne sait pas où il est. « Vous êtes encore là » dit-il en la voyant dans le fauteuil, les mains posées sur son ventre, les yeux cernés mais ouverts. « Je suis encore là » confirma Madeleine. L'homme ne dit rien de plus. Il ferma les yeux et s'endormit pour de bon, avec cette respiration lente et profonde de quelqu'un qui peut enfin se reposer parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Madeleine s'adossa dans le fauteuil, posa la main sur son ventre, sentit le bébé bouger comme s'il lui envoyait un signal, et ferma les yeux à son tour. Elle passa 3 jours à la ferme des Musets. Augustin mit du temps à se remettre, mais il se remit. La fièvre diminua progressivement, comme elle fait dans ces corps solides de montagnards qui ont enduré tant d'hivers, qu'ils finissent toujours par reprendre le dessus. Le 2e jour, il put s'asseoir devant la porte, emmitouflé dans une couverture, le visage tourné vers le soleil pâle d'octobre. Le 3e, il alla jusqu'à l'étable vérifier ses vaches, d'un pas encore hésitant mais têtu. Pendant ces jours, Madeleine cuisina, nettoya, remit de l'ordre dans la maison qui en avait besoin, ramassa les œufs du poulailler chaque matin avec le même naturel que si c'était chez elle, prépara une potée auvergnate avec les légumes qu'elle trouva dans le cellier et le morceau de lard fumé qui pendait à une poutre de la cuisine. La maison sentit bon pour la première fois depuis longtemps. Le vieux chien qui s'appelait Blaise la suivait partout avec un enthousiasme discret, comme s'il avait retrouvé quelque chose qu'il avait oublié avoir perdu. Augustin l'observait depuis le banc de pierre, sans dire grand-chose. C'était un homme de peu de mots, ça se voyait dès le départ. Mais le peu qu'il disait, il le disait avec un poids qui donnait à chaque phrase la valeur de 10. « Vous n'étiez pas obligé de rester », dit-il le 2e jour, quand Madeleine posa devant lui un bol de soupe fumante et un morceau de pain de seigle qu'elle avait trouvé dans la huche. « Je sais », répondit Madeleine. « Pourquoi » Madeleine réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que si c'était l'inverse, j'aimerais que quelqu'un le fasse. » Augustin ne répondit pas, mais quelque chose dans son expression changea d'une manière que Madeleine perçut sans pouvoir le formuler en mots. Quelque chose autour des yeux, peut-être, ou dans la façon dont il la regarda ensuite, avec un peu moins de méfiance et un peu plus de cette chose fragile qui ressemble à de la gratitude, mais qui va plus loin. Ce fut le 2e jour, en rangeant la chambre, que Madeleine vit le coffre de plus près. Il était en chêne sombre, avec des ferrures en fer forgé oxydées par le temps, du type qu'on se transmet de génération en génération dans les familles paysannes de la montagne. Il avait une serrure, mais le couvercle était entrouvert, comme si quelqu'un l'avait soulevé récemment sans prendre la peine de le refermer complètement. Madeleine ne l'ouvrit pas. Elle n'était pas du genre à ouvrir ce qui ne lui appartenait pas. Mais elle remarqua sa présence, et elle remarqua aussi l'étagère au-dessus du coffre. Il y avait là un petit portrait encadré d'une jeune femme aux cheveux noirs relevés en chignon, au regard doux et sérieux, avec à côté un bougeoir en étain dont la bougie de cire était consumée à moitié, du genre qu'on allume à des dates précises, des anniversaires et des jours de deuil, et à côté du bougeoir, plié plusieurs fois jusqu'à atteindre la taille d'un poing, un morceau de papier jauni par le temps sur les bords. Madeleine ne toucha à rien. Ce n'était pas le moment. Mais elle enregistra l'image dans sa mémoire avec cette attention silencieuse des femmes qui observent tout sans jamais le montrer. Dans l'après-midi du 3e jour, quand Augustin était assis devant la porte avec un peu de couleur revenue au visage et la voix retrouvée, ce fut lui qui parla le premier. « Vous pourrez retourner au village demain, » dit-il. « Je vais bien maintenant. »« Je sais, » dit Madeleine. « Je partirai demain matin de bonne heure. » Il y eut un silence entre eux, de ceux qui ne sont pas gênants mais qui existent,
lourd de tout ce qui pourrait être dit et ne l'est pas. « Votre mari ?» dit Augustin après un moment. « Il est mort quand ?»« Il y a 5 mois. »« Et vous avez un endroit où aller avec le bébé ?» Madeleine regarda le chemin qui disparaissait entre les châtaigniers en direction du village. « Pour l'instant, je suis dans la chambre de mère Gervaise. On verra après. » Augustin hocha la tête. Il fixa le sol de la cour, les mains posées sur les genoux, les doigts entrecroisés. « Ma femme était morte il y a 7 ans, dit-il, comme s'il continuait une conversation commencée à l'intérieur de lui-même. On n'a pas eu d'enfant, je suis resté seul avec la ferme, les vaches et le chien. Il pointa le menton vers le vieil animal couché au bout du banc. Il s'appelle Blaise, dit-il. Il a 13 ans, il dort plus qu'il ne travaille, mais c'est de la bonne compagnie. C'était la phrase la plus longue que Madeleine l'avait entendue prononcer en 3 jours. Elle sentit quelque chose comme un sourire naître au coin de ses lèvres. « Comment s'appelait votre femme ?» demanda-t-elle. « Marguerite. » Silence. Le vent dans les châtaigniers, le bruit lointain d'une cloche de vache dans les prés. « C'était une bonne femme, » dit-il. « Meilleure que ce que je méritais probablement. » Madeleine ne répondit pas. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse. Elles ont besoin d'espace pour exister, et le silence est parfois le seul espace digne. Le lendemain matin, alors que Madeleine avait fini de rassembler ses affaires, Augustin l'appela depuis la pièce principale. Il était debout devant le coffre. Il l'avait ouvert. À l'intérieur, il y avait des vêtements pliés, quelques objets enveloppés dans du tissu, et au fond, une sacoche en cuir attachée avec un cordon de chanvre. « Il y a quelque chose que vous devriez voir, » dit-il. Madeleine s'approcha. Augustin prit la sacoche, la dénoua avec des mains encore tremblantes et l'ouvrit sur la table de noyer. À l'intérieur, il y avait des documents, des actes notariés avec des sceaux officiels, des lettres pliées datées de nombreuses années en arrière, des relevés cadastraux jaunis par le temps, et par-dessus tout cela, une lettre plus récente, écrite avec l'écriture tremblante d'un vieil homme, qui n'était adressé à personne en particulier. « C'était de mon père, » dit Augustin. « Il est mort il y a 4 ans. Il m'a laissé la ferme à son nom, mais il a aussi laissé ça. » Il désigna les documents du menton. « Je ne l'ai jamais ouvert complètement. Je crois que je n'ai pas eu le courage, ou peut-être que je n'avais pas de raison de le faire. » Madeleine regarda les papiers sans les toucher. « Qu'est-ce que ça dit ?» Augustin prit la lettre du dessus et la lut à voix haute, lentement, avec la concentration de quelqu'un qui lit une chose difficile, non pas à cause des mots, mais à cause de ce qu'ils signifient. La lettre disait ceci. Le père d'Augustin, le vieux Antonin Laroche, avait acheté des décennies plus tôt un terrain contigu à la ferme des Musets, environ 3 hectares de pâturage en friche qui montaient vers les collines à l'est. Le terrain était resté inutilisé parce qu'à cette époque, il n'y avait pas assez d'eau pour le travailler, et les sources connues de la région se trouvaient toutes plus bas, dans la vallée. Mais le vieux Antonin avait découvert quelque chose dans ses dernières années de vie, avec l'aide d'un sourcier itinérant qui était passé par la région un été, un de ces hommes qui marchent avec une baguette de coudrier et qui sentent l'eau sous la terre, comme d'autres sentent l'orage dans l'air. Le sourcier avait identifié une source souterraine qui traversait exactement ce terrain, à une profondeur accessible, et le vieux Antonin avait fait consigner cette découverte dans un document signé par le sourcier et par le maire de la commune de l'époque. Les documents étaient dans la sacoche. Le terrain était enregistré au nom d'Augustin depuis la mort de son père, et la source, si elle était correctement canalisée, pourrait irriguer non seulement ce terrain, mais aussi la partie basse de la ferme qui avait toujours été la plus aride, celle où l'herbe jaunissait dès le mois de juillet et où les vaches devaient être déplacées vers les estives d'altitude pendant tout l'été. La lettre se terminait ainsi. « Je ne t'ai pas laissé seul, mon fils. Je t'ai seulement laissé quelque chose que tu ne savais pas encore avoir. Prends soin de cette terre. Elle prendra soin de toi si tu lui donnes ce qu'elle demande. » Augustin replia la lettre et la posa sur la table. Il resta à la regarder un moment en silence, les mâchoires serrées et ce soir serrées, les yeux brillants de cette lumière qui n'est pas tout à fait des larmes, mais qui en est proche. « 4 ans avec ça dans le coffre, » dit-il à mi-voix, sans l'ouvrir. Madeleine regarda les documents, la lettre, le coffre ouvert, puis elle regarda Augustin. « Pourquoi vous me montrez ça ?» L'homme hésita avant de répondre. Quand il le fit, ce fut sans lever les yeux de la table, comme s'il s'adressait autant à lui-même qu'à elle. « Parce que vous avez passé 3 jours ici sans rien me demander. Et parce que je crois que parfois on a besoin d'un témoin pour faire ce qu'on aurait dû faire tout seul. » Les jours qui suivirent changèrent tout, d'une façon qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Madeleine rentra au village, oui, mais elle revint à la ferme 3 jours plus tard, avec des herbes fraîches pour la toux d'Augustin qui persistait le matin. Puis elle revint le surlendemain, avec un pot de confiture de myrtille, que mère Gervaise avait préparé, parce que la vieille sage-femme avait dit que c'était bon pour les convalescents,
et qu'il ne fallait pas que cet homme rechute. Puis elle revint encore, et encore. Il n'y a eu aucun accord formel, aucune conversation sur ce que signifiait chaque visite. C'était simplement la manière naturelle dont les choses se passent quand deux personnes solitaires cessent de prétendre qu'elles n'ont pas besoin l'une de l'autre. Pas par faiblesse, pas par calcul, mais par cette intelligence du cœur qui sait reconnaître, avant même que la tête ne l'admette, que certaines rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Augustin commença à ouvrir la sacoche de son père, à lire les documents un par un, à comprendre ce qu'il avait trouvé. Madeleine l'aidait dans ce qu'elle pouvait, ce qui ne représentait pas grand-chose en termes juridiques ou techniques. Mais elle était présente, et parfois la présence vaut plus que la connaissance. Elle posait les bonnes questions, celles auxquelles Augustin n'avait pas pensé parce qu'il était trop dedans pour voir clairement. « Et vous avez vérifié si la source existe vraiment ?» demanda-t-elle un soir, assise à la table de la cuisine pendant qu'il feuilletait les papiers du sourcier. « Non, » admit-il. « Alors c'est par là qu'il faut commencer, non ?» Augustin la regarda comme si cette évidence ne lui avait pas traversé l'esprit. Peut-être que non. Peut-être qu'il avait simplement eu besoin que quelqu'un la dise à voix haute. Ils allèrent ensemble voir le terrain que le vieux Antonin avait acheté. Il se trouvait à l'est de la ferme, séparé par une clôture de fils de fer lâche que le temps avait détérioré à plusieurs endroits, mangé par la rouille et envahi par les ronces. Le sol là-bas était différent, plus sombre, plus humide sous la surface sèche. Et quand Augustin déplaça quelques pierres à l'endroit que le sourcier avait marqué sur le plan, un plan tracé à la main sur un papier quadrillé avec des annotations au crayon, l'eau apparut, peu, mais claire, froide, réelle. Elle suintait entre les pierres avec cette constance tranquille des sources de montagne qui coulent depuis des siècles sans que personne le sache. « Mon Dieu !» dit Madeleine. « Oui !» dit Augustin, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il sourit. Un vrai sourire, pas large, pas démonstratif, mais un sourire qui partait du fond de ses yeux sombres et qui changeait tout son visage, comme quand le soleil perce soudain les nuages au-dessus des puits et que toute la vallée s'illumine d'un coup. Ce ne fut pas facile. Rien de ce qui vaut la peine ne l'est jamais, surtout en Auvergne, où la terre est dure et le climat sans indulgence. Il fallait trouver quelqu'un qui sache canaliser l'eau. Il fallait réparer la clôture autour du terrain. Il fallait défricher des années de végétation sauvage, arracher les genêts et les ronces qui avaient pris possession de chaque mètre carré. Il fallait creuser, poser des pierres, construire un canal comme en faisaient les anciens, avec la pente juste et les détours nécessaires pour que l'eau arrive là où on en avait besoin. Augustin y mit son travail et sa connaissance de la terre, cette connaissance qu'on n'apprend dans aucun livre, mais qui passe de père en fils, comme une langue secrète. Baptiste, l'ouvrier agricole, amena son beau-frère, un maçon qui savait travailler la pierre volcanique et qui avait construit des aqueducs pour d'autres fermes de la région. Mère Gervaise, quand elle apprit l'histoire, envoya son neveu qui avait des bras solides et pas grand-chose à faire en attendant la saison de la coupe du bois. Et Madeleine, qui à ce moment-là passait plus de jours à la ferme qu'au village, apportait ce qu'elle pouvait. Sa persévérance, d'abord, cette qualité silencieuse qui ne se voit pas, mais sans laquelle rien ne se fait. Sa connaissance des plantes médicinales. Ensuite, qui n'avait rien à voir avec l'eau et la terre, mais qui maintenait tout le monde en état de travailler quand les courbatures et les coupures auraient pu les arrêter. Et surtout, cette capacité de voir ce qui est nécessaire, avant que quelqu'un d'autre ne le demande, de préparer le repas quand les hommes n'y pensent pas encore, de recoudre un pantalon déchiré pendant la nuit, de trouver la bonne herbe pour le mal de dos de Baptiste et le rhume du beau-frère. Le bébé naquit en janvier, quand le froid de la montagne auvergnate transformait chaque souffle en un petit nuage blanc, et que la neige couvrait les puits d'un manteau qui ne fondrait pas avant mars. Mère Gervaise arriva à temps, à dos de mulet, emmitouflée dans 3 couches de laine, pestant contre le froid, le chemin verglacé et les hommes qui ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. L'accouchement fut laborieux, comme souvent les premiers, commencé aux premières heures de l'aube et achevé quand le soleil d'hiver pointait à peine au-dessus des collines. Mais il se passa sans complication. Augustin attendit dans la cour, marchant de long en large avec son béret à la main, comme font les hommes quand ils ne savent pas quoi faire de leur corps pendant qu'ils attendent. Blaise, le vieux chien, le suivait pas à pas, avec cette solidarité muette des animaux qui sentent l'inquiétude de leur maître. Quand le cri de l'enfant brisa le silence de l'aube, Augustin s'arrêta net. Mère Gervaise passa la tête par la porte, le bonnet de travers, les manches retroussées, l'air satisfait de celle qui a fait son travail et qui le sait. « Une fille, dit-elle, en bonne santé et solide comme un cep. » Augustin hocha la tête et s'assit sur le banc de pierre. Blaise vint poser son museau sur son genou. L'homme posa la main sur la tête du chien, lentement, et ils restèrent là tous les deux un moment, à regarder le ciel qui commençait à bleuir au-dessus des châtaigniers dépouillés.
Madeleine appela la petite fille Marguerite. Augustin ne dit rien quand on le lui annonça. Il resta à regarder l'enfant un long moment, avec ses yeux profonds et sombres. Puis il regarda Madeleine, et quelque chose passa entre eux, qui n'avait pas besoin de mots pour être compris. « C'est un joli nom, » dit-il finalement. « Je sais, » répondit-elle. Le terrain autour de la source commença à produire dans l'année même. D'abord des pommes de terre et des lentilles vertes du puits, parce que c'était le plus sûr et le mieux adapté au sol volcanique de la région. Puis du seigle dans les bons mois, en suivant ce que le vieux Antonin avait annoté en marge du plan du sourcier. Des notes au crayon presque effacées par le temps, mais encore lisibles si on prenait la peine de les déchiffrer. L'eau n'était pas abondante, mais elle était constante. Et dans les montagnes d'Auvergne, la constance vaut plus que l'abondance, parce que c'est elle qui permet de tenir quand l'hiver s'éternise et que le printemps se fait attendre. Les vaches de la ferme augmentèrent en nombre, le poulailler s'agrandit. Baptiste amena définitivement son beau-frère, et la ferme commença à avoir besoin de plus de bras qu'avant. On répara le toit de la grange qui fuyait depuis des années. On reconstruisit le muret de pierre qui entourait le pré d'en bas. On planta un verger de pommiers sur la parcelle sud, celle qui recevait le plus de soleil. Madeleine resta à la ferme des Musets. Il n'y eut pas de conversation précise à ce sujet. Ce fut la manière naturelle dont les choses se mirent en place, comme l'eau qui trouve son chemin dans le relief sans qu'on ait besoin de lui tracer la route. Elle avait sa chambre, celle du fond qui avait été un débarras, et que tous les deux avaient y nettoyé et aménagé. La petite Marguerite dormait dans un berceau qu'Augustin avait fabriqué de ses mains avec le bois de noyer de la ferme. Un berceau massif et un peu gauche, de ceux qui durent des décennies parce qu'ils sont faits pour durer, pas pour être jolis. Augustin fit sa demande comme font les hommes discrets dans les campagnes françaises, sans cérémonie et sans détour. Assis sur le banc de pierre un dimanche après-midi, le béret à la main, il dit que si elle voulait, lui aussi voulait. Que la maison était trop grande pour une seule personne, et que depuis quelque temps, elle n'était plus trop grande du tout. Que la petite méritait un nom complet sur les papiers, et qu'il n'était pas un homme de beaucoup de mots, mais que le peu qu'il ressentait, il le ressentait vraiment. Madeleine le regarda un instant. Elle pensa à Étienne, au petit logement près de la scierie, au chemin de terre où un homme avait failli tomber de cheval et où elle avait posé son panier par terre pour aller voir ce qui n'allait pas. « D'accord », dit-elle. Et c'était assez. C'était tout ce qu'il fallait. Le mariage fut simple, à la mairie de Saint-Véran d'abord, comme le veut la loi française, puis à l'église du village, une petite église romane aux murs épais et aux vitraux modestes qui filtraient la lumière d'une manière qui rendait tout le monde un peu plus beau qu'à l'ordinaire. Mère Gervaise fut le témoin de Madeleine, et Baptiste celui d'Augustin, parce que c'étaient les personnes qu'il connaissait le mieux et qui étaient les plus sincèrement heureuses de la nouvelle. Madeleine portait une robe claire à petites fleurs qu'elle avait cousue elle-même le soir, pendant que la petite dormait, à la lumière de la lampe à huile, point après point, avec cette patience des femmes qui savent que les belles choses prennent du temps. Augustin portait une chemise blanche et un pantalon sombre. Il était rasé de frais et portait un béret neuf qu'il avait acheté au marché de Mauriac le samedi précédent et qui sentait encore le feutre neuf. Quand le curé les déclara mariés, Augustin regarda Madeleine avec ses yeux qui ne disaient non pas grand-chose mais qui disaient nu tout. Et Madeleine pensa qu'il y avait quelque chose dans ce silence, dans cette manière d'être présent sans avoir besoin de remplir l'air de paroles, qui lui rappelait le silence de la montagne à l'aube, ce genre de silence qui n'effraie pas mais qui abrite, qui enveloppe, qui protège. La ferme des Musets grandit au fil des années, lentement, sans hâte, comme les choses bien construites. Le terrain de la source produisit plus que ce que le vieux Antonin aurait pu imaginer quand il l'avait acheté. L'eau que le sourcier avait trouvée se révéla plus généreuse que ce qu'il avait calculé avec sa baguette de coudrier. Pendant la saison des pluies, la source débordait suffisamment pour irriguer aussi une langue de terre basse de la ferme, qui pendant des décennies n'avait été que de l'herbe sèche, bonne à rien. Avec le temps, Augustin apprit, avec Madeleine à ses côtés, qu'il y a des choses qu'on possède et qu'on ne sait pas qu'on possède, non pas par négligence, mais parce que la bonne personne pour nous aider à les voir ne s'est pas encore présentée. Et Madeleine apprit que la terre produit ce qu'on y plante, et que ce qu'on y plante, ce ne sont pas seulement des graines et de l'eau, mais aussi de la présence, du soin et la volonté de rester quand les choses ne sont pas encore prêtes. La petite Marguerite grandit en courant dans la cour, en poursuivant les poules, en apprenant les noms des plantes avec sa mère et le tempérament des vaches avec son père. Elle grandit avec ce mélange des deux caractères, discrète comme lui quand quelque chose comptait vraiment, directe comme elle quand quelque chose lui semblait injuste. Elle avait les yeux sombres d'Augustin et les mains de Madeleine, ces mains qui ne restent jamais immobiles, qui trouvent toujours quelque chose à faire, quelque chose à réparer, quelque chose à soigner. Blaise, le vieux chien, mourut quand Marguerite avait 3 ans. Augustin l'enterra sous le plus grand châtaignier de la propriété,
celui dont les branches formaient une voûte au-dessus du chemin d'accès. Il creusa la terre en silence, posa le corps du chien dans le trou, le recouvrit de terre et de feuilles mortes, et resta là un moment, debout, les mains sur le manche de la pelle, à regarder la tombe sans rien dire. Puis il rentra à ses occupations. Madeleine ne demanda rien. Certaines pertes n'ont pas besoin de mots pour être respectées. Elles ont besoin d'espace et de temps, et parfois juste de quelqu'un à côté qui sait se taire. Par un de ces soirs où le soleil se couche tard, et où la lumière s'attarde sur les collines plus longtemps qu'il ne faudrait, Augustin et Madeleine étaient assis sur le banc de pierre devant la maison. Marguerite dormait à l'intérieur. La ferme baignait dans ce silence de fin de journée qui sent la terre mouillée, le foin coupé et le bois du cantou. Les vaches rentraient non seules à l'étable, les cloches tintant doucement dans le crépuscule. Au loin, les puits se découpaient contre un ciel qui hésitait entre le rose et le violet. « Tu regrettes parfois » demanda Madeleine. Augustin la regarda. « De quoi ? De m'avoir trouvé ce jour-là sur le chemin ? Que je sois resté ? De tout ça. » L'homme regarda la ferme, l'étable, le chemin qui disparaissait entre les châtaigniers en direction du village, le verger qu'ils avaient planté ensemble et dont les pommiers commençaient à porter leurs premiers fruits. « Le jour où tu m'as trouvé sur le chemin, dit-il, je rentrais chez moi pour mourir seul. Je ne l'ai pas pensé en ces termes sur le moment, mais c'est ce qui allait arriver. S'il ne l'avait pas fait, il serait tombé de cheval quelque part dans les bois, et on l'aurait retrouvé des jours plus tard, ou peut-être jamais. » Madeleine ne dit rien. « Je ne regrette rien de tout ça, » dit Augustin. Elle hocha la tête. Elle posa sa main sur la sienne, sur le banc de pierre, et tous deux regardèrent la lumière finir de se dissiper sur les collines. Rien de plus n'était nécessaire. Avec eux, ça ne l'avait jamais été. Leur langage avait toujours été fait de gestes plus que de mots, de présences plus que de promesses, de ce silence complice des gens qui ont traversé assez d'épreuves pour savoir que l'essentiel ne se dit pas, il se vit. Ce que le père d'Augustin avait gardé dans ce coffre pendant des années, en attendant que quelqu'un l'ouvre, ce n'était pas seulement de la terre et de l'eau. C'était la preuve que parfois, le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir n'est pas ce qu'on a déjà, mais ce qu'on ne sait pas encore avoir besoin. Et ce que Madeleine avait trouvé dans cette ferme, le jour où elle y était arrivée en portant un panier de champignons et un homme à moitié tombé de son cheval, ce n'était pas seulement un toit et un bout de terre. C'était la certitude que quelque part, dans les collines d'Auvergne ou dans le restant du monde, les choses finissent par s'équilibrer. Pas toujours vite, pas toujours comme on s'y attend, mais elles s'équilibrent quand même, si on leur laisse le temps et si on ne détourne pas les yeux quand quelqu'un a besoin d'aide. Parce que pour tout ce qu'on perd, il y a quelque chose qui attend au détour d'un chemin de terre, après un virage qu'on n'a pas encore pris mais qu'on prendra bientôt. Et parfois, tout ce qu'il faut pour que cela arrive, c'est poser le panier par terre et aller voir ce qui se passe. Madeleine l'avait appris ce jour-là, sur le chemin entre Saint-Véran et les collines du Nord, quand elle avait posé sa cesta d'osier dans la poussière et qu'elle avait marché vers un étranger qui ne pouvait même plus parler. Elle ne l'avait jamais oublié. Elle ne l'oublierait jamais. Et quand Marguerite, des années plus tard, lui demanderait comment tout cela avait commencé, sa mère lui répondrait simplement « J'ai vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et je n'ai pas regardé ailleurs. C'est tout ce qu'il faut savoir. »